Frères et sœurs, là on passe aux choses sérieuses. Il y a 5 ans jour pour jour, il y a 10 ans jour pour jour, il y a 15, 20, 25... Non, on va s'arrêter à 20 ans je pense. En tout cas, une nouvelle série. Premier épisode d'une nouvelle série que je lance dès maintenant. Bah, vous avez compris le principe, hein, il est assez explicite. Il va s'appeler, du coup, il y a 5 ans jour pour jour, que des multiples de 5. Pourquoi, je sais pas. En tout cas, ça sonne bien, je trouve. Il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans jour pour jour. On va revenir sur des matchs légendaires, mythiques, cultes du Barça ou de Messi ou des deux. Tout ça, en fait, histoire de revivre avec plein d'émotions, avec vous, partager un petit peu l'émotion de l'époque, la nostalgie. Ah, c'est le mot, la nostalgie, parce que forcément, il y a des choses qui vont être glorieuses et qu'on n'a plus aujourd'hui. Histoire de se remémorer des souvenirs qu'on a peut-être oubliés aussi. Et là, ça tombe hyper bien vu que c'est la trêve internationale. Donc, on fait cette vidéo aujourd'hui pour rendre hommage ou célébrer les 5 ans d'un match légendaire. Pour moi, en tout cas, un match mythique de la part du Barça et de Messi en particulier. Et dans quelques jours, il y aura le deuxième épisode de cette mini-série pour la lancer un petit peu. Ce sera du coup voilà, un match qui s'est déroulé il y a 5, 10, 15, 20 ou 25 ans. Je ne sais pas si j'irai jusque là, mais bon, moi je suis un ancien. Les premiers matchs du Barça que j'ai vus, c'était en 2000 les frères, 2000. Et je commence à être vieux, j'ai dépassé l'âge du Christ, hein, vous savez. Et sans oublier que dans quelques jours, il y en a plein qui me demandent, Charel, on en est où l'épisode 3 de la coupe, des 5 Coupes du Monde de Messi? Vous inquiétez pas, ça y est. Il est prêt, enfin. J'avais mis ça un petit peu de côté parce que j'avais pas mal de choses à faire, dont partir à la Cannes, mes projets, etc. Donc là, c'est prêt, l'épisode de la Coupe du Monde 2014. Je vous montre le screen hein, pour vous montrer que je ne mens pas, c'est prêt. Ce sera aussi publié pendant la trêve internationale. Donc vous aurez du contenu, enfin. Donc voilà, je m'étale un petit peu, je parle beaucoup trop pour une intro, c'est un peu trop long, mais c'est pas grave. Commençons donc par parler de ce match qui a eu lieu il y a 5 ans, jour pour jour. Le 17 mars 2019, il y a 5 ans exactement. Le Barça se déplaçait à l'époque au stade Benito Villamarín pour y affronter le Betis Séville. On était la saison 2018-2019, hein. On s'en rappelle tous de cette saison-là qui a été passionnante pour de belles et mauvaises choses. Là, on était pour la 28e journée et à cette époque-là, je vais essayer de ne pas parler avec un son trop théâtral. Hein. Mais bon, même si c'était un match mythique, il faut que je me calme un petit peu. On était donc à la 28e journée et le Barça avait 7 points d'avance au classement, non pas sur le Real Madrid, mais sur l'Atlético Madrid. On s'en rappelle pas trop, mais le Real, cette saison-là, c'était compliqué, très compliqué en Liga. Encore pire la saison d'avant. Et ce match-là, du coup, il avait lieu 4 jours après la victoire du Barça en Ligue des Champions face à Lyon. Rappelez-vous, Ligue des Champions, 8e de finale, Messi, 5-1 au Camp Nou, récital, 2 buts, 2 passes décisives, une partie d'assaut incroyable. Et 4 jours plus tard, du coup, en Liga, le Barça, du coup, se déplace au Benito Villamarín pour prendre 10 points d'avance au classement en Liga. Au match aller, rappelez-vous que le Barça avait perdu à domicile pour la première défaite du Barça en championnat de la saison. On était tous dégoûtés parce que, rappelez-vous qu'on avait vécu une saison 2017-2018 où le Barça avait été invaincu en Liga jusqu'à la 37e journée, je crois. Et au fond, nous, on rêvait de voir un Barça qui réussissait enfin à faire une saison comme les Invincibles d'Arsenal en 2004, avec 0 défaite. Sauf que là, malheureusement, le Barça a très vite perdu à domicile. C'est la seule défaite à domicile en 2 ans de Valverdismo quand même. 4-3 à domicile, un match de fou. À l'époque, sur le banc du Betis Séville, il y avait Quique Sétienne. Il y avait Quique Sétienne, rappelez-vous les frères. Il y avait Christian Tello aussi. Il y avait Junior Firpo aussi, rappelez-vous. Bon, il était là au match aller, mais il n'était pas là au retour. Bref, c'était une belle équipe de Betis Séville, mais bon, le Barça, c'était, bon, à l'époque, c'était le prime, mais vraiment le prime du Valverdismo. Hein. En fait, là, on se dit que là, les problèmes qu'on avait à l'époque, hein, c'était à 5 ans. 5 ans, c'est pas grand-chose. Dans une vie, 5 ans, c'est pas un truc de ouf, mais les problèmes qu'il y avait à l'époque, on s'en plaignait un petit peu du jeu du Barça et tout. Et quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, franchement, tu as envie de te dire que, en fait, les petits problèmes qu'on avait à l'époque, on se plaignait, on était des enfants gâtés pourris, voilà, gâtés pourris par un mec en particulier. Mais en fait, pourquoi on se plaignait en fait? Pourquoi on se plaignait? On était bien en fait, tout allait relativement bien. Même si c'était relou à voir en fait, l'époque de Valverde, en fait, le quotidien d'un supporter de football, c'est t'as plus de défaites que de victoires. Donc c'est un peu normal de perdre de plus que tu gagnes, à part quand tu es fan du Real Madrid. Donc ce qu'on vivait à l'époque, on aurait dû le savourer beaucoup plus. Et ça, Messi, il l'avait dit ensuite. On avait une équipe, c'était l'équipe vieillissante du Barça en fait, tout simplement. Belle équipe, hein, avec Aïssa Mandi déjà à l'époque qui était là. Mais bon, Aïssa Mandi, ça fait 15 ans qu'il est en Liga ce mec-là. Et un 4-4-2 du Barça, même si c'est marqué un 4-3-3 là de la part de la Liga. En vrai, c'était le 4-4-2 bien dur, hein, bien brut de la part de Valverde, bien rêche, bien harash, avec Arturo Vidal
en milieu offensif gauche, Rakitic en milieu offensif droit, on va dire offensif, c'est un grand mot, hein. C'était pour protéger plus Messi qu'autre chose, côté droit. Et puis Arthur, quelle époque. Et puis Sergio Busquets aussi. Déjà là, tu vois le milieu de terrain, tu vois qu'il y a un souci déjà. Tu comprends tout de suite les intentions du mec en fait. C'est bétonner et laisser le ballon à Messi. Franchement là, je pense qu'on était vraiment dans le prime de la dépendance à Messi, hein. Un truc de fou. Je crois que c'est encore même pire que la première saison. Déjà, en 2017-2018, c'était un truc de ouf comment l'équipe a commencé à dépendre de Messi. Mais là, pour moi, la deuxième saison, c'était encore pire que ça. Et la fin de la deuxième saison, c'était vraiment le prime du prime de la dépendance à Messi, hein. On a vu des matchs de fou, Séville. Le mec faisait tout, en fait. Le mec faisait tout. C'était vraiment n'importe quoi. Vraiment, hein, les derniers mois de la saison 2018-2019, début de saison, déjà, ça commençait à être pervers. Mais en fin de saison, jusqu'à Liverpool, hein, ça a été vraiment la dépendance XXL envers Messi. Et c'est là qu'il brillait le plus, en fait, j'ai envie de dire, ce qui était paradoxal, hein, parce que je pense qu'il aurait eu besoin d'aide. Mais quand tu vois le milieu de terrain, tu comprends qu'il y a un problème là. Arturo Vidal, t'enlèves Arthur, tu mets Frenkie de Jong, c'est le même milieu de terrain avec lequel le Barça a joué un an plus tard face au Bayern Munich. Et on sait comment ça s'est fini. En latéral droit, Sergi Roberto, Clément Lenglet, qui faisait une très belle saison, Gérard Piqué et Ter Stegen. Ah, déjà, avant de commencer, déjà, on va s'arrêter là. Déjà, une chose hyper importante, ça là. Vous voyez ça là? Ça là, ce dégradé là. Vous voyez? Bon, je parle de dégradé, hein, je sais que je suis pas crédible, mais je m'en fous. Parce que les fans de CR7, ils en parlent tout le temps du physique de CR7. Moi, je le fais 5 minutes. Ouais, déjà parce que c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Bah ouais, logique. Et ensuite parce que j'ai envie de parler du dégradé de Messi. C'est le meilleur dégradé qu'il ait fait de toute sa vie. Ce jour-là. D'accord? Contrairement à tous les dégradés à la fourchette, au sécateur qu'il a fait récemment, là. Hein, celui-là, il est bien, il est propre, il est vraiment un dégradé progressif. Il n'y a pas la petite queue là, qui dépasse là, derrière son crâne, sur sa nuque. Là, tout est bien. Tout est bien. Un petit dégradé sympa, avec une barbe de 3 jours. Là, il est mignon, là. Il faudrait qu'il trouve le coiffeur qui lui a fait ça, là. Qu'il retrouve le coiffeur. Parce que le coiffeur qu'il a trouvé au PSG, là, à Paris, là, les mecs, les dégradés à 9 € qu'il avait ici, à Paris, c'était une catastrophe. Même à la Coupe du Monde, c'était n'importe quoi. Là, il était mignon, là. Meilleure coupe de toute sa vie, toute sa carrière. Et donc, le match commence. Pour la domination du Betis Séville, les gens ont oublié tout ça, hein. Mais forcément, ils auront les meilleures occasions. Jusqu'au coup franc, du coup, sur la faute d'Arthur. Arthur Melo. À l'époque, on croyait que ça allait être Xavi, le mec. On se disait, ce mec-là, ça va être Xavi. Bah, il était fort, en fait, hein. Il avait fait un gros match face à Tottenham. Il avait fait un match de fou. Donc, encore une fois, quand un joueur arrive et que tu vois ses qualités, ses défauts, tu les vois après. Et ensuite, on a compris qu'il avait des défauts. Mais au début, il a fait un gros match, hein, face à Tottenham, c'était incroyable. Donc le Barça subit pas mal, mais du coup franc pour le Barça. Donc là, on est quand même, je sais pas, on est à combien de mètres là? 22, ouais, peut-être 22 mètres. Non, on est à 20 mètres. 20 mètres, franchement, il est idéalement placé face à Pau Lopez. Et là, coup franc de Messi. Ah, les coups francs de Messi cette saison-là, c'était un truc de fou, hein. Et il va te déposer sa pleine lucarne dans les fesses de Pau Lopez. Mais une dinguerie. Déjà, le coup franc, ça ne s'est plus beau en carrière, hein. Personnellement, ça ne s'est plus beau en carrière. Il est difficile à mettre, hein, parce que les coups francs, bon, ceux qui ont fait du foot, on est au courant qu'en général, les coups francs, c'est plus facile à mettre quand tu passes par-dessus le mur, parce que le gardien est masqué. Hein. Alors, si tu veux frapper comme Messi l'a fait, il faut frapper déjà très très fort. Tu as le choix. Soit tu frappes côté gardien en frappant très fort, soit au sol, soit pleine lucarne. Mais frapper au sol, il en a déjà marqué des comme ça. C'est le match Barcelone-Grenade, il frappe fort au sol. Mais là, regarde où il la met. Regarde où il la met. Regarde où il la met, celle-là, dans la pleine lucarne. Tu es obligé, hein. Frapper très fort comme ça. Côté gardien, tu es obligé de frapper hyper fort. Mais réussir à la mettre là, parce que là, le gardien, il ne voit pas le départ du ballon à cause du petit mur que le Barça a fait ici. Ouais, ça c'est cool, parce que souvent, maintenant, les équipes, elles font ça. Elles mettent 2-3 joueurs qui viennent s'ajouter au mur pour masquer le départ du ballon pour Pau Lopez. Du coup, il ne voit pas. Et là, il te met une soupape. Seigneur. Elle était pas mal aussi, ces crampons comme ça, fluo. Il avait un petit flow, hein. Ah, il avait un petit flow. C'est le dernier prime de Messi, hein. J'oublie ça, mais il devait avoir un petit flow. Il en a marqué aussi un semblable comme ça côté gardien face à Las Palmas, dans la lucarne, hein, je parle. Face à Las Palmas
un an plus tôt, c'était à Las Palmas, celui-là, je me rappelle. Face à Villarreal aussi, il en avait marqué des comme ça. 2. Il en a marqué 2 à Villarreal. Pleine lucarne, du coup, côté gardien. Vous pouvez retrouver les vidéos. J'avais fait une vidéo en septembre sur les coups francs de Messi. Donc, si ce n'est pas encore fait, allez la voir. J'avais parlé de tous ces coups francs et comment il les tirait, à quel endroit en général. Et après, il y a un deuxième coup franc, les gens oublient, mais il y a un deuxième coup franc qui est encore mieux placé, je trouve. Il est un peu plus loin, par contre, Messi, là. Je pense que là, du coup, comme il a frappé le premier, côté ouvert, côté gardien, il s'est dit, bon, là, je vais fermer le pied. Et là, il frappe sur le gardien, Pau Lopez. Après, c'est compliqué hein, de frapper un coup franc, plus un autre 5 minutes plus tard. Psychologiquement, tu ne sais pas trop comment tirer. Parce que le gardien, tu l'as piégé une fois. Tu l'as trompé une fois, donc 5 minutes plus tard, c'est compliqué de le tromper une deuxième fois. C'est comme un penalty. Hein. Même s'il avait déjà réussi à faire la même chose face à Séville. Rappelez-vous, en 2015. Je parle en Super Coupe d'Europe 2015. Ensuite, bah, domination Séville, encore une fois. Domination Séville. Ernesto qui s'énerve. Ernesto qui s'énerve parce que son équipe est dominée. Mais mon frère, aussi, tu faisais rien sur le terrain. Tu faisais rien dans le vestiaire. Tu laissais tout le monde jouer. Tu faisais rien du tout. Pas de consigne, rien. Le mec se reposait sur Clément Lenglet, Gérard Piqué et Ter Stegen. Ter Stegen Prime. Là, c'était le Prime Ter Stegen. Hein. Ça, on l'oublie. Et Jessé Rodriguez, qui jouait du coup à Luis Suarez. Ça, c'est un truc dont on va parler. Franchement, je pense qu'on va pas l'oublier là. Luis Suarez, on va en parler un petit peu parce que ce match-là, le nombre de ratés de Luis Suarez lors de ce match, qui va pourtant marquer un but de crack. Hein. Mais là, en fait, nous, on pardonnait trop de choses à Suarez. On pardonnait trop de choses. On ne s'en rendait pas compte du nombre de boulettes, d'occasions manquées qu'il avait. Hein. Tout simplement parce qu'en fait, il marquait des buts aussi. Il marquait quand même. Mais comme il avait un ratio, celle-là, elle est grave. Comment tu peux faire une dinguerie comme ça? Ousmane Dembélé, c'est la même hein, que Dembélé face à Liverpool. C'est la même chose. Du gauche. Mais ça, en Liga, tranquille. J'ai envie de dire parce que tu as Messi à côté de toi. Mais en LDC, tu fais ça, frère. Et en fait, comme il avait minimum 3-4 occasions dans le match, on se disait c'est pas grave, il en aura une autre. Et encore une autre. Donc on se disait c'est pas grave, il y en aura forcément une qui va rentrer. Je pense qu'en tout cas, moi, mon subconscient me disait ça. Mais en vrai, à l'époque, là, déjà, il montrait des signes qui faisaient flipper. Ouais, c'est grave. Théma, frère. Contrôle. Et met une chiquette. Théma, le caviar de Messi. Si tu mets un autre joueur à la place de Suarez, on l'insulte. Mais à l'époque, on était un petit peu tendre avec lui parce que je pense qu'il avait acquis un crédit et une légitimité grâce à ces années où il était à son prime. Mais là, si Lewandowski fait ça aujourd'hui, on l'insulte. Dembélé, il l'a fait, on l'a insulté. Un numéro 9 de légende comme Suarez, faire ça là, mais bon, heureusement qu'il se rattrape juste après. Donc du coup, 46e minute cette fois-ci, avant la mi-temps, il se rattrape et il met cette talonnade incroyable pour le deuxième but de Messi. Franchement, elle est belle la talonnade. Le but est magnifique. Hein. Franchement, à l'époque, on mangeait bien avec le duo là, c'était une dinguerie. En fait, la complémentarité qu'ils avaient, on n'avait jamais vu ça en fait au Barça entre deux joueurs. Les appels contre appels entre les deux. Franchement, t'es coach comme Valverde, tu te dis, mais en fait, t'es joué les mecs. À l'entraînement, je pense qu'ils travaillaient ça vite fait et ils se comprenaient tellement facilement. On a souvent parlé de Jordi Alba et Messi, mais le lien entre Suarez et Messi, les appels contre appels. Tu vois que c'est deux joueurs qui se comprennent. Tu le sens, tu le vois. C'était ça, c'était en gros, on voulait jouer tous les deux. Hein, on met 4 minutes de terrain et après jouer tous les deux. Combiner, faites ce que vous voulez. Messi, forcément, il va être sur l'action et il va allumer la lumière. Ah, elle est belle, hein, elle est belle. Avec le petit extérieur du pied et la fameuse photo là, que tout le monde a vu, je pense, le montage qui avait été réalisé du coup avant ce match-là, avec Messi qui se défaisait de 3 joueurs du Petit Séville et qui a été réalisé pour de vrai, c'est un truc de ouf. La coïncidence de ouf de voir Messi, je vais mettre la photo, de voir Messi qui réalise exactement la toile qui a été peinte quelques mois ou quelques années plus tôt que ça, avec Aïssa Mandi, William Carvalho derrière. Carvalho, c'est un bon joueur. Hein. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu mériter, mais c'était un bon milieu défensif qui était justement au marquage de Messi ce jour-là. Il s'est fait boire, hein. Il s'est fait terminer, mesquine. Mais regardez comment Aïssa Mandi, déjà à l'époque, il vient avec un tac, mon frère. Avec un tac, il voulait éclater la cheville de Messi. Hein. Il a réussi à faire le genou à Ansu Fati 3 ans plus tard. 2 ans plus tard plutôt. 2 ans. 1 an plus tard. Oui, c'est ça, 1 an plus tard, waouh. Mais 1 an et demi plus tard. Mais Théma, comment il vient, frère?
C'est quoi ton problème? Il voulait l'arracher, lui arracher le pied. C'est un truc de ouf. 2-0 du coup pour le Barça. C'est quand même un beau but collectif parce qu'il faut la mettre, le relâchement, l'extérieur du pied. La talonnade de Suarez, elle est belle. Comment son corps, il se contorsionne là comme une danseuse étoile, comme un cheval. Un peu comme ce qu'il avait fait du coup en Liga un an plus tard. Même pas 6 mois plus tard. Ensuite, tu arrives à 2-0 à la mi-temps. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, par contre, là, le Barça domine. Et là, on va assister à tous les ratés de Suarez dont je parlais tout à l'heure. Il va rater 3-4 grosses occasions, Suarez. Hein. Et il va marquer sur la plus compliquée. On dirait Ferran Torres là aujourd'hui. Là, hein. Après ces 4 ratés, il va te marquer un but mais incroyable sur la plus compliquée des actions qu'il a eues. Un but comme ça, là, devenu de nulle part, il te fait ça tout seul, simplement. 1, 2, 3. Physiquement, il n'y a même pas faute, hein. Tout est parfait. Crochet sur Marc Bartra, Aïssa Mandi au sol. Là, par contre, il a du sang-froid, un toucher de balle, un petit plat du pied, voilà, sympa. Là, ils sont dépités, mesquins. 3-0 pour le Barça, alors qu'ils avaient des occasions et qu'ils défendaient bien. Et en plus, après son but, il va continuer les rater. Hein. Et en fait, c'est pour ça, hein. C'est vraiment pour ce genre de but-là que le reste, Suarez, on lui pardonne tout. On retrouve le joueur par séquence, en fait. Le Betis, enfin, miskin. Ah, ils ont mérité, hein. Là, ils sauvent l'honneur à 3-0, en plus, un beau but. Mais ils méritaient quand même. Là, ils étaient dépités, ils étaient dégoûtés, ils avaient subi de plein fouet le valverdismo. Il fallait qu'ils marquent, hein. Si tu finis ce match-là 3-4-0, franchement, ça aurait été impitoyable. Là, ils marquent ce but-là, un beau but en plus, hein. Magnifique. Et là, du coup, le chef-d'œuvre. Bon, maintenant, on va en parler de ce but-là, parce que j'ai envie d'en parler et de m'attarder dessus bien comme il faut. On est à la 85e minute, d'accord? Messi qui récupère le ballon sur un corner mal renvoyé. Il est voilà, aux 25 mètres. Souvent, il est là, hein, placé là sur les corners, parce que comme il est petit, et il sert à rien sur les corners, donc il est placé ici, c'est bien. Du coup, il fait la passe à Rakitic. Et Rakitic lui remet. Donc déjà, je pense qu'il y a d'autres options. Il aurait pu faire un centre et tout, mais bon, on connaît un Valverde. Il demandait sûrement à l'entraînement. On voyait tous les jours Valverde, c'était un truc de ouf. On voyait à l'entraînement. Vous savez, les clubs, souvent, ils montrent un petit peu les débuts des séances, hein, avec l'échauffement, et la fin des séances avec le match, l'opposition, à l'entraînement, etc., avec les chasubles et tout. Et tous les jours, tous les jours, on voyait Messi à l'entraînement pendant les matchs d'opposition avec en joker. Ça veut dire qu'il avait la chasuble du mec qui joue dans les deux équipes. En gros, je défends jamais, et dès qu'on a le ballon, on me la passe, et je joue pour l'équipe qui attaque. Clairement, c'est tous les matchs. Comment tu veux justement que l'équipe ne sombre pas dans la Messi dépendance? En gros, la mission, c'était vraiment, la consigne, c'était tous les ballons à Messi. Donc, on voyait Messi qui se déplaçait comme il le fait. Quand il est dans un bon jour comme ça, en mode, un peu comme un basketteur, un peu comme Stephen Curry qui se balade partout là sur le terrain, mais ici, bah, c'est ce qui faisait un petit peu le meneur de jeu. Le mec qui a le ballon, à qui on passe le ballon, tous les ballons. Dès qu'il y a la moindre action et qu'il est libre, on lui passe le ballon et débrouille-toi, fais la magie. Et là, Rakitic, il fait une passe toute simple. Elle est belle, la passe. Hein. Elle est simple, elle est belle parce qu'elle laisse à Messi le choix de l'option qu'il veut faire. Elle n'est pas trop forte. Il peut frapper en une touche de balle, il peut la contrôler, il peut faire ce qu'il veut. Et là, voilà. Du coup, ce but-là, légendaire. Légendaire. Franchement, là, là, truc de ouf. Barre en 30 en plus. Barre en 30, comme par hasard. Tu sais, le truc, déjà, c'est un lob barre en 30. C'est hyper rare, en une touche de balle, sans contrôle. T'es moi, son pied. Moi, c'est ça que j'ai kiffé. Mais évidemment, les supporters et tout, l'hommage. C'est ça qui va rendre ce match mythique. C'est évidemment le but. Plus qu'il arrive à 4-1, que ce soit la fin du match, c'est le troisième de ses buts. Hein. Si ça avait été le premier but, je pense que ça n'aura pas eu le même effet. Alors après, vous allez me dire, c'est plus facile de marquer un but comme ça quand tu es en confiance, quand tu mènes 3-1, quand tu as déjà marqué 2 buts, c'est vrai aussi. Mais ça rend la séquence qui est célèbre. J'ai la chair de poule. Je vous assure, j'ai des goosebumps. Goosebumps. Il était en lévitation. Il était en lévitation. Le public qui applaudit, c'est ça qui va rendre la séquence mythique. C'est le but plus le public. Et puis les photos, enfin... Les photos qu'on a qui sont légendaires avec Messi qui salue tout le monde. On se demande à chaque fois si les joueurs entendent quand ils sont acclamés par le public adverse. Et là, surtout Messi en plus qui a toujours un petit peu l'air dans la lune et tout. Regarde juste la position de son pied. C'est un geste qui est archi dur à faire. Bon, des petits lobes comme ça, on en a tous fait.
D'accord? C'est pas un truc, c'est pas un geste qui est dur à faire. Par contre, le faire comme ça en une touche de balle sans contrôle, quand la balle va sur toi, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un truc de fou. Hein. Avec son petit pied comme ça, là. Et puis, comme je disais, barre rentrante. Comme par hasard. Tac. Faire des lobes barre rentrantes, c'est hyper rare. Et puis, évidemment, ce qui rend aussi la séquence légendaire, c'est les réactions des joueurs. Regardez Clément Lenglet, il se prend la tête à deux mains, il est choqué. Les deux Clément Lenglet et Piqué, ils sont montés pour mettre un petit but, vous voyez. Ils sont montés pour mettre leur petit but en fin de match quand tu mènes 3-1. Et tous, ils sont choqués. Regardez Aïssa Mandi, ce qu'il fait. Il se prend la tête aussi. Théma Suarez, il est comme ça. Et même eux, Sergio Roberto aussi. Ils se prennent tous la tête comme ça dans leurs mains. Paul Lopez, il dit « Ouh !» Qu'est-ce que tu veux faire? Après, ouais, c'est vrai que c'est un but, on en a souvent parlé, parce qu'on se dit pourquoi il n'a pas été élu au prix Puskas et tout. Je crois qu'il a été nominé pour le prix Puskas, je crois, en 2019. Il n'a pas gagné. En 2019, il y a eu des buts, j'espère en tout cas, qui ont été plus beaux que celui-là. Mais comme Messi n'a jamais reçu et gagné le prix Puskas, malgré des buts qui sont légendaires et tout, on se dit comment ça se fait que c'est un petit peu une anomalie que ce mec-là n'ait pas reçu une fois dans sa carrière le prix Puskas. On se rappelle de ses buts en 2015, par exemple, face à Bilbao en Coupe du Roi où il dribble 5 joueurs. Mais en général, les prix Puskas, en fait, on les donne au but. Souvent, c'est des frappes de loin. Des frappes hyper spectaculaires, des coups francs lointains de 30-40 mètres, des frappes comme CR7 en 2009 face à Porto. Je crois qu'il prend le prix Puskas. Mais souvent, c'est des buts de loin, des frappes incroyables. Alors que c'est bizarre parce que c'est des frappes de loin, on en voit tous les week-ends. Et puis évidemment, comment ne pas revenir sur l'hommage du public, hein. Ça, faut en parler parce que c'est beau, en fait, ça c'est le football qu'on aime. Faire ça, ton équipe elle vient de se prendre un 4-1, mais eux, ils sont venus, ils ont payé leur place. Et je pense qu'ils sont admiratifs, ils ont kiffé leur match aussi. Ils ont kiffé, ils ont été choqués, subjugués de voir ce qu'ils ont vu là. Et puis voilà, Séville, c'est des connaisseurs. Hein. Et je parle de ça, j'ai vraiment la chair de poule. Hein. Ils ont été choqués de ce qu'ils ont vu. C'est pas la première fois hein, que Messi est acclamé par un public. C'était déjà arrivé du coup en 2009, en janvier 2009, un match de Coupe du Roi. Atlético Madrid, Barcelone, triplé de Messi à l'époque aussi, un triplé de fou, incroyable. Guardiola le fait sortir du terrain, je crois, en fin de match. Et là, le public, pas du Wanda Metropolitano, mais du Vicente Calderón à l'époque, qui était un petit stade, mais un très beau stade aussi, l'avait acclamé parce que là, ils avaient vu un monstre arriver. Il avait 21 ans à l'époque, Messi. Et il était déjà le meilleur joueur du monde. Mais c'est beau de voir ça. Hein. C'est beau de voir ça. Un public qui est juste conquis. Tu vois tes matchs dans le public. On voit que des gens qui sont là. Donc triplé. Triplé de Messi. On est à la fin du match. Là, il reste 4-5 minutes. Et là, ça aussi, on a oublié. Tout le monde a oublié ça. C'est que Messi, il est à 2 doigts du quadruplé, en fait. Et là, donc, on est à la 93e minute. Et là, Sergio Roberto fait évidemment la même chose. Et là, Messi contrôle et frappe sur le poteau à la dernière seconde. L'arbitre siffle la fin du match, du coup, juste après ça. Hein. Ça aurait été magnifique. C'est le contrôle qui est pas bon. Hein. Il manque son contrôle, il est un peu trop loin. Elle lui reste pas dans les pieds. Et du coup, il frappe en bout de course. Il peut pas la placer comme il pourrait. Il frappe sur le poteau et comme par hasard, elle longe la ligne. C'est dommage. Du coup, ça fait une nouvelle masterclass de Messi en 2019 qui va compter en plus pour le Ballon d'Or. Je le répète, je le dis souvent, mais le Ballon d'Or, c'est évidemment des stats, des titres et des moments, des matchs marquants, des moments marquants. Et ce match-là, il va compter pour le Ballon d'Or. Je ne veux rien savoir. Là, il y a un écart de niveau entre lui et le reste du monde à ce moment-là, au printemps 2019, qui est quand même conséquent. Forcément, quand tu prouves et que tu marques les esprits plusieurs fois, comme ça a été le cas pour lui en 2019, plusieurs fois, des grosses fois, hein, que ce soit là, et un mois plus tôt, évidemment, face à Séville, en Ligue des Champions face à Lyon, face à Manchester United, face à Liverpool aussi au match aller, bah, tous ces matchs-là, à la fin, ça reste dans les têtes des votants. C'est normal, donc venez pas me dire que c'était pas mérité en 2019, c'était mérité. Et en plus, il le prend pour 7 points. Donc 7 points, ce n'est rien. Donc nouvelle masterclass pour Messi en 2019. C'était un mois après un autre triplé. Rappelez-vous, justement, un triplé légendaire aussi, face à Séville, donc dans la même ville. À l'extérieur aussi. Alors moi personnellement, j'ai une petite préférence légère, hein, préférence pour le triplé qu'il a marqué un mois plus tôt, parce que triplé, en plus, 3 buts sont magnifiques, les 3 buts. Hein. Le premier, c'est une reprise de volée pleine lucarne. Le deuxième, c'est une frappe du droit pleine lucarne. Et le troisième, c'est un petit piqué juste devant le gardien, un piqué
tout petit piqué en touché, comme ça, bien humiliant devant le gardien. Et en plus, donc 3 buts, plus une passe décisive pour Suarez en fin de match. 4 buts ce jour-là. Il est impliqué sur les 4. Et la passe D, elle est magnifique aussi pour Suarez. Donc j'ai envie de dire que parce qu'il est impliqué sur 4 buts, parce que le match avait été un peu plus fou, le Barça était mené face à Séville, le Barça a renversé la rencontre, il y a eu du suspense aussi. Donc j'ai une légère préférence pour le match face à Séville. Alors après c'est moi, c'est mon sentiment, c'est ma sensibilité footballistique à moi. Je sais qu'il y en a plein qui préfèrent ce match-là face au Betis, et je les comprends aussi parce que l'hommage, le but, le troisième but, il est quand même juste incroyable. C'est un des 10 plus beaux buts de la carrière de Messi en intégralité. Donc je les comprends, ceux qui me diront que ce match-là face à Séville est quand même plus impressionnant. Plus le public, plus plein de choses, forcément. Je comprends aussi le choix. Mais bordel, quel joueur, hein, quel joueur. Il était vraiment, comme je le disais, il était sur un nuage, il marchait sur l'eau, il était en lévitation. Et c'était vraiment la Liga de Messi. Hein. Rappelons que c'est la dernière Liga de Messi, hein, de sa vie, de sa carrière. Et c'est vraiment celle qu'il est parti conquérir le plus tout seul, en fait. C'est vraiment la Liga de Messi. Cette Liga-là, elle a sa signature de ouf. C'était tellement un beau symbole en fin de, je crois, un mois plus tard, du coup en avril, qui gagne la Liga et que ce soit lui, sur la pelouse du Camp Nou, qui prenne le trophée, qui le porte et qui le montre à tout le monde. C'était un symbole qui était tellement légitime. Parce que vraiment, c'est sa Liga à lui, c'est celle à lui, à Suarez aussi quand même, Ter Stegen, Piqué l'anglais en fait une bonne saison. Franchement, c'est eux les grands artisans de la victoire en Liga, championnat. Mais vraiment, cette Liga-là, 2018-2019, elle porte la signature Messi comme jamais en fait. Ça a été sa 10e et sa Liga à lui. Il était vraiment sur un nuage. Une petite revue de ce match-là en termes de chiffres. Hein, et comme j'ai dit, il a mis un triplé. Et SofaScore a mis quand même la note de 10 sur 10. 10 sur 10 quand même pour SofaScore, c'est hyper rare aussi. Hein. Maintenant, regardons juste la heat map de Messi ce jour-là. Bon, le mec, il était partout, hein, milieu de terrain. En fait, entre ce poste de second attaquant, quand même, il est assez avancé. Et meneur de jeu, numéro 10. Hein, seulement 12 pertes de balles, j'ai vu comme chiffre. Ouais, 12 pertes de balles. C'est assez peu hein, pour un mec qui prend autant de risques dans ses passes, comme je le disais. Et seulement, ça m'a un peu plus surpris, seulement 2 dribbles tentés et 1 dribble réussi. Pour Messi, c'est pas beaucoup. Et évidemment, comme j'ai dit, 10 sur 10 comme note sur SofaScore. En comparaison justement avec le match Séville-Barcelone un mois plus tôt, et la note de Messi, elle avait été justement aussi de 10 sur 10. Ça a été le seul qui avait plus de 8. C'était lui, il a eu 10 sur 10. Gérard Piqué avait eu 6,3. Hein, il avait fait une boulette. Ter Stegen 6,3 et Messi 10 sur 10. Un triplé et une passe décisive. Bref, juste trop d'émotions, une masterclass comme on en a vu très rarement encore une fois. Mais bon, c'était il y a 5 ans, il y a 5 ans jour pour jour. C'est passé super vite. Hein, je me rappelle très bien où j'étais moi ce jour-là. J'étais en train de préparer mon mariage, parce que je me suis marié en juin 2019. Je préparais mon mariage et tout, et devant la télévision, vous savez, hein, tout ce qui est faire part et tout, invitation. Quand tu assistes à un match comme ça, franchement, tu prends une gifle, hein. Le soir même, tu te couches, tu es tranquille, mais tu as pris une vraie gifle. Le lundi matin, tu vas au taf, tu es bien, tu es apaisé. On était juste apaisé. C'est vrai que voilà, dans le jeu, c'était pas top, mais sur le moment, les problèmes qu'on avait comparés à aujourd'hui, ils étaient juste minimes en fait. On était des enfants gâtés pourris, on était gâtés pourris par ce mec-là. Donc merci Messi, merci pour les émotions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi là, de revivre ces émotions-là avec moi, de les partager ensemble. Dites-moi en commentaire si vous avez des petites histoires et si vous avez des souvenirs de ce match-là, parce que c'est forcément un truc que j'aimerais lire et partager avec vous. C'est le but de ces vidéos-là qui vont commencer. C'était comme je disais le premier épisode. Le prochain épisode arrive donc dans 5-6 jours normalement. Il y aura, j'espère, un invité de marque avec moi, hein, un vrai invité de marque, pour revivre un autre match du Barça légendaire qui a eu lieu il y a 5, 10, 20, on verra. Suspense, surprise évidemment. Voilà les frères, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez du concept et puis en commentaire évidemment, je vous lirai tout ça. Et puis évidemment, on s'abonne les frères. Voilà. Bonne soirée à tous, bonne journée et à très vite. Ciao.